Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jérôme Vieilledent. Je viens vous présenter quelques bonnes pratiques pour étendre Symfony. Je suis dans la communauté Easy Publish et Symfony depuis 2007 et je travaille pour la société Easy Systems, qui est l'éditeur d'Easy Publish, depuis 2011. Voilà, vous pourrez retrouver les slides en ligne sur l'adresse qui est présentée ici. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je vais vous présenter en fait des techniques qui sont un peu générales. Je n'ai pas pour prétention de vouloir tout vous présenter comment étendre Symfony dans tous les petits recoins. Je vais vous présenter ici quelques principes généraux. Alors d'abord, pourquoi on aurait envie d'étendre Symfony? Parce qu'on a toujours un chef de projet très imaginatif qui vient nous dire « Oui, mais si je veux faire ceci ou cela », ça peut être des exemples, enfin ça peut être des choses qui sont très simples, qui disent « Ah ouais, mais non, mais c'est embêtant, je peux pas retourner de base autre chose qu'une response. Ah, mais comment je peux faire pour étendre le security component, j'ai besoin d'avoir des règles métiers, mais ce que je peux mettre dans le security.yaml, ça ne me suffit pas, etc. » Un exemple qu'on a eu avec Easy Publish, c'est l'exemple du routeur. Par définition, dans un CMS, les routes sont dynamiques. Enfin, surtout, en tout cas, dans Easy, elles sont générées dynamiquement. Sont ce qu'on appelle des URL alias. On se dit, comment on va faire pour étendre le routeur qui, de base, se base sur des routes déclarées. Donc, c'est un de ce genre d'exemple que vous pouvez avoir dans n'importe quel type de projet. Alors, bien sûr, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois, notamment pour les routeurs, il y a le Symfony CMF qui peut nous aider là-dedans. Et puis, qui peut étendre Symfony? J'ai envie de dire tout le monde. Symfony, ce que j'aime bien dans Symfony, c'est que c'est un framework qu'on peut aborder à plusieurs niveaux. C'est souvent quand on a, en tout cas des retours que j'ai eus autour de la communauté Easy qui n'étaient pas trop habitués à Symfony, c'est « Ah ouais, mais ça fait un gros morceau à apprendre, c'est du lourd, etc. » En fait, Symfony, vous devez le savoir, on peut l'aborder à la fois de façon basique, faire des contrôleurs, quelques petites configurations par-ci par-là, utiliser des bundles à droite à gauche, l'utiliser de façon intermédiaire un peu plus en profondeur en configurant des services et basés sur d'autres, et puis très bas niveau où on va s'amuser par exemple à aller écouter l'événement kernel terminate dont on nous parlait tout à l'heure pour faire un ensemble de choses. Donc en fait, l'extensibilité de Symfony, c'est un peu le même principe. Il y a des choses qui sont accessibles à tous, d'autres qui demandent effectivement de descendre bien plus en profondeur. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Je vais vous donner un ensemble d'astuces. Et la première, qui peut paraître vraiment anodine, c'est de configurer des bundles tiers, je sais pas, par exemple Doctrine Bundle ou Ascetic Bundle, par exemple, depuis le sien. C'est vrai qu'on a tendance, alors ce n'est pas une généralité, à mettre un peu toute la configuration du projet, de l'application, dans le config.yaml. Parce que c'est là qu'on va mettre toute la configuration sémantique, tout ce qui est exposé pour les différents bundles, que ce soit pour Doctrine, que ce soit pour Ascetic, carrément même le framework bundle, et tout ce que l'on va utiliser. Oui, mais le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe si on a besoin justement d'industrialiser un peu plus? On veut externaliser le bundle qu'on a fait pour tel client, qui est un peu générique, et on aimerait bien pouvoir le réutiliser. Mais pour ça, j'ai besoin de déclarer encore plein de configurations. Ça fait beaucoup de choses à faire à la main.
Et en fait, dans l'astuce que je vais donner, en fait, on peut tout à fait charger de la configuration depuis son propre bundle. Qui, parmi vous, a déjà cette pratique? Pas tant que ça. OK. Alors en fait, il y a deux façons de faire. Une qui est explicite, très simple, qui fait directement depuis le config.yaml principal, et une qui est implicite, qui va être automatique et directement dans votre extension du Dependency Injection Container. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. J'ai ma préférence. Je vous laisse deviner laquelle. Et voilà, il y en a une qui est vraiment la première, est très très simple. Dans son fichier config.yaml, on se contente de référencer, enfin d'importer comme ressource un fichier YAML ou plusieurs fichiers YAML ou XML, hein, suivant ce que vous avez choisi évidemment, qui sont dans votre bundle. La notation @bundle va servir au file locator pour aller merger la configuration que vous aurez mis dans ce fichier de configuration avec celle que vous avez mis, la configuration principale dans votre config.yaml. Alors évidemment, ça marche aussi avec config test, config prod, etc. C'est exactement ce qu'utilisent les variables d'environnement. Enfin, quand vous utilisez config_test, enfin, config_, le nom de votre environnement.yaml, ça utilise exactement le même principe. Il va juste importer le config.yaml principal. Alors en dessous, vous avez, j'ai pris l'exemple d'Ascetic pour justement la déclaration des bundles supportés par Ascetic. Alors c'est plus ou moins automatique, mais c'est vraiment juste pour l'exemple. Alors, les avantages de cette solution, c'est que d'abord c'est très rapide, il n'y a pas grand-chose à faire, surtout c'est explicite, mais vous allez voir qu'il y a quand même des inconvénients assez sérieux. Bon, celui-là, encore, à la limite, c'est pas très très grave. On a l'obligation de l'importer depuis la configuration principale. Donc, si on revient encore sur des bundles génériques, ça fait encore un peu de doc à écrire en disant « Ah oui, il faut aussi importer ce fichier de conf dans la configuration principale. » Un oubli, ça ne marche plus. Bon, admettons. Mais surtout, ce qui peut être assez handicapant, c'est qu'il est impossible de surcharger les valeurs que vous aurez mis dans le fichier YAML dans votre bundle. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est importé, en fait, les valeurs vont remplacer celles qui sont dans votre config.yaml. Si bien que si vous avez besoin, pour des besoins applicatifs, de changer une valeur par défaut qui est dans votre bundle générique, ça ne marche plus. Ça ne marchera pas du tout. Du coup, il y a une autre méthode implicite qui est un petit peu plus complexe à mettre en place, qu'il faut écrire un peu de PHP, mais bon, ça va, c'est pas trop dur encore, qui est d'utiliser la Prepend Extension Interface pour l'extension du service container, donc de votre bundle. Vous voyez, vous le mettez ça, enfin, c'est dans votre classe d'extension, dans le dossier Dependency Injection. Et cette extension est disponible dans Symfony depuis la version 2.2. Donc là-dedans, ça vous rajoute la possibilité de déclarer une nouvelle méthode qui s'appelle Prepend, qui reçoit le container builder. Et dans cette méthode, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous avez accès au container. Vous avez accès donc à ces possibilités, simplement de charger votre fichier YAML, de le parser et donc d'utiliser cette méthode Prepend Extension Config dans le du container builder en lui passant le tableau PHP qui a été parsé depuis le code YAML. Il y a juste une toute petite différence que vous l'aurez certainement noté, c'est qu'on ne précise plus le namespace. C'est-à-dire que chaque bundle a son propre namespace ou préfixe, vous appelez ça comme vous voulez, qui permet de rassembler l'ensemble de configurations sémantiques qu'il supporte. Ici, en fait, comme on le fait directement en PHP,
en précisant directement ascétique, eh ben, on n'a pas à le repréciser ici. Voilà, c'est une toute petite différence. Alors, quels sont les avantages? Là-dessus, évidemment, c'est que c'est automatique. Vous chargez le bundle, dès l'instant où il est instancié dans le kernel, hop, la configuration est chargée. Vous pouvez surcharger les paramètres depuis votre config.yml, ce qui est à mon sens le plus important. Encore une fois, enfin, le use case de tout à l'heure est toujours valide. Là, vous êtes tranquille. Mais il a aussi quelques inconvénients. Alors, vu qu'il est implicite, il donne un peu ce sentiment de magie. C'est un peu la magie qu'on a essayé de bannir dans Symfony 2. On essaye de faire en sorte que tout soit explicite. Bon, il y a des avantages et des inconvénients à être totalement explicite. Là, bon, les puristes peuvent avoir des poils qui se hérissent en voyant ce genre de choses. Et, alors ça c'est mineur, mais quand vous êtes en debug, si vous modifiez votre fichier de configuration, vous savez que automatiquement, Symfony va recompiler son service container, reparser tous les fichiers YAML, etc. Là, en fait, le fichier YAML qu'on a vu juste avant, il n'est pas traqué par le service container. Donc, du coup, si vous faites une petite modification, il va falloir que vous vidiez manuellement le cache. Voilà. Mais évidemment, c'est uniquement pour du debug, il faut juste penser à le faire. Deuxième astuce, les service tags. Alors, des service tags dans Symfony, il y en a partout. Pour tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas du tout ce que c'est un service tag? Bon, ça va, ça me rassure. Bon, je vais aller vite du coup là-dessus. C'est vraiment la possibilité pour d'étendre des services sans avoir à les modifier. En fait, un certain nombre de services qui sont exposés par le kernel, mais pas que, hein, aussi tous les bundles tiers qui sont à votre disposition exposent des service tags qui permettent en fait d'enregistrer donc des handlers pour faire un certain nombre de choses, notamment pour le cache clearer, les cache warmers, qui ne sont pas forcément documentés, mais qui permettent, pour un cache clearer, par exemple, le use case très simple, c'est j'ai de la configuration ou du cache quelque part dans Memcache parce que j'utilise la librairie Stash. Je garde mon cache dans un serveur Memcache ou dans un serveur Redis. J'aimerais bien, quand je vide mon cache, pouvoir vider justement ça sur mon serveur externe. Parce que par défaut, le cache clearer de Symfony, il vide le répertoire app cache et puis ça s'arrête à peu près là. Alors, il y a aussi les cache warmers qui vous permettent de régénérer un peu de choses. C'est comme ça qu'on enregistre des extensions Twig. Mais pas que. Il y a aussi, je vous ai parlé tout à l'heure, oui, le security component, comment l'étendre pour faire en sorte que ça réponde à des règles métiers bien précises. Des règles de sécurité bien précises. Alors bien sûr, on a les ACL, on a les rôles, etc. Mais c'est parfois pas suffisant. On a besoin d'être dynamique. C'est le cas par exemple avec EasyPublish, parce que dans EasyPublish, on a un repository central qui gère le contenu, bien sûr, mais les droits qu'ont les utilisateurs aussi sur les contenus, les sous-arborescences, etc. Dans ces cas-là, on va utiliser des voteurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les security voters vous permettent de dire oui, cet utilisateur a droit d'accès à cette route, etc. Alors, il y en a évidemment plein d'autres. Je vous invite à aller sur la doc de référence s'il y en a certains qui vous échappent encore. Alors, bon, je donne l'exemple là du cache clearer. Qui a déjà fait un cache clearer custom parmi vous? D'accord. Je vois 2 personnes. Bon, donc, il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais voilà, généralement, un service tag va avec une interface. Forcément, parce que le service qui gère le vidage du cache ou les voteurs, etc., a besoin d'être certain, de l'objet du service que vous lui donnez à manger.
Donc voilà, c'est vraiment très simple. Vous déclarez votre service, taguez cache clearer, votre service implémente l'interface, terminé. Évidemment, vous implémentez ce que vous avez à faire dans la méthode clear. Troisième astuce, les event listeners ou plutôt les event subscribers. Parce que les event listeners, c'est bien, mais c'est peut-être un peu trop déclaratif. Les event subscribers sont un peu plus avancés pour ça. Alors ça, c'est vraiment les points d'extension visibles dans le framework. Ils ne sont pas tous documentés, il faut parfois aller les chercher un peu profond, mais ils sont très très nombreux. Alors il y en a certains qui disent qu'il y a une application pour ça, mais dans Symfony, il y a toujours un événement pour ça. C'est une manière simple de modifier des comportements quand on reçoit une requête, quand une réponse est générée, quand un utilisateur est logué, etc. C'est assez puissant et pour certains peuvent même, donc je vous disais, modifier le comportement. Alors quelques événements dont la plupart, vous devez certainement en connaître quelques-uns, ils sont tous référencés là-dedans, donc c'est les événements du kernel, dans la classe kernel events. Le premier kernel request, c'est le plus connu, c'est celui qui arrive le plus tôt au niveau du kernel. C'est quasiment tout de suite, dès que le kernel est instancié, cet événement est déclenché. Et il est d'autant plus intéressant qu'il vous permet de retourner une réponse très tôt si le besoin s'en fait sentir. Il peut y avoir plein de choses. Typiquement, un exemple qui est utilisé dans le framework, c'est pour les fragments. Donc, vous savez, c'est pour les ESI, les hash include, etc. Depuis Symfony 2.2, il y a, vous avez cette URI /_fragment qui vous permet, donc qui va informer le kernel qu'il faut utiliser le contrôleur donné, etc. Donc c'est utilisé par kernel.request, plutôt que de passer par un contrôleur comme c'était le cas avant. Le kernel.contrôleur, qui lui intervient une fois qu'un contrôleur a été résolu, ce qui vous donne l'opportunité de surcharger le comportement de matching qui vient d'être fait pour y ajouter votre propre contrôleur. Pour info, c'est cet événement qu'on écoute dans Easy pour pouvoir déclencher utiliser des contrôleurs custom pour visualiser un contenu. Par défaut, on utilise un contrôleur qui s'appelle le ViewController. Ensuite, le kernel view. Le kernel view, lui, il permet, il est déclenché une fois que la réponse a été générée, mais surtout qu'un contrôleur, il est déclenché si un contrôleur n'a pas retourné d'objet response. Donc, c'est le cas, par exemple, dans FostResBundle. Il utilise cet événement pour pouvoir transformer l'objet attendu, qui est donc une réponse REST, pour la transformer en réponse valide, de façon à vous sortir du JSON, du XML, etc. Donc ça a aussi son utilité. Le kernel response, donc, qui vous permet d'agir sur la réponse, et notamment d'ajouter des entêtes de cache, ce genre de choses, c'est ce qu'utilise Feu Lip Cache Control Bundle, qui sera bientôt, on l'espère, sur Fausse HTTP Cache Bundle. Le kernel.exception, donc, pour gérer vos exceptions, et le kernel.terminate, donc une fois que la réponse a été envoyée au client, donc tout a été affiché, d'accord, il n'est pas content. Donc pour vous permettre, par exemple, d'envoyer des mails, etc. Enfin, c'est ce qu'utilise SwiftMailer par défaut pour envoyer ces mails, il fait tout à la fin. Il y en a d'autres qui sont un peu plus difficiles à trouver. Les security events, les authentication events, le iterative login en particulier. Celui-là vous permet d'interagir à un moment donné, une fois qu'un utilisateur a été authentifié. Alors, ce n'est pas l'authentification success,
On a un utilisateur vraiment qui a été authentifié, mais vous avez la possibilité d'agir encore dessus pour modifier éventuellement le token, modifier certaines choses. Ça peut être très utile, c'est une utilisation avancée, mais ça peut être très utile dans certains cas, notamment si vous utilisez des SSO, des trucs comme ça, vous avez besoin de matcher avec un user qui vous est un user type, donc vous avez besoin de le convertir, de le créer dans votre base de données, etc. Le switch user, bon, j'en parlerai pas des masses, c'est quand vous impersonnisez un utilisateur, vous permettez à un admin de changer de profil. Bon, authentication success et failure, ceux-là, il n'y a même pas forcément besoin de les écouter directement. Vous pouvez les configurer dans le security.yaml. Les console events qui ont été rajoutés de mémoire dans 2.2, les form events, je ne vais pas m'attarder dessus. Bon, alors les form events sont très utiles dans pas mal de cas. Les consoles, bon, console events, c'est le même genre que les kernel events, on va dire, mais pour les commandes. Alors, moi, ce que je préfère, c'est d'utiliser des subscribers. Les subscribers ont l'énorme avantage de pouvoir configurer les événements que vous voulez écouter directement depuis votre service. Sachant que les listeners vous permettent de faire la même chose, mais tout est déclaratif dans le fichier de définition de votre service. Ce qui peut rendre la maintenance un peu pénible, parfois, surtout quand vous écoutez pas mal d'événements. Donc, ils vous permettent aussi de définir des priorités, donc c'est le cas aussi des listeners, hein, et là, au moins, vous avez tout d'un seul bloc, vous gérez tout dans la même classe. Pourquoi j'ai montré cet exemple avec un argument? Là, j'écoute un kernel request. En fait, il y a un piège dans les kernel requests, et c'est important de comprendre le fonctionnement de l'event dispatcher pour éviter ce type de piège. Le piège, c'est que l'event dispatcher, avant de boucler sur tous les événements, sur tous les listeners et les subscribers, pardon, il va instancier tous ces listeners. Ce qui fait que ces objets-là sont instanciés très très tôt. Donc dans certains cas, si vous avez besoin de résoudre un peu de la configuration un peu dynamique, vous allez vous apercevoir que ici, vous n'avez rien du tout. Vous aurez votre configuration n'aura pas été résolue. Je donne l'exemple encore une fois d'Easy, où on a un service qui permet de résoudre de la configuration au runtime en fonction du type de site qui est en cours. Et ben, la configuration, vu que le bloc de configuration n'a pas encore été matché, du coup, si vous cherchez à résoudre la conf, vous aurez des paramètres par défaut. Et donc, du coup, ça peut se traduire par des connexions bases de données qui ne fonctionnent pas parce que vous avez des valeurs par défaut, etc. Donc, il faut faire attention à ça, surtout pour le kernel request où elles sont instanciées très très tôt, du coup. Et donc, pour on-kernel request, voilà. Bon. Dernière petite chose, sur tous les kernel events, on aime bien vérifier si la requête en cours est une master request ou une sub request. C'est important pour éviter les doublons. Ça aussi, c'est un piège à éviter. Sachant qu'il faut aussi garder en tête que si vous utilisez des ESI avec Varnish ou même avec le composant HTTP cache, les requêtes deviennent, enfin surtout avec Varnish, deviennent des master requests. Parce que Varnish fait réellement des appels HTTP derrière au back-end. Donc il faut bien faire attention à ce check-là. C'est surtout valable quand vous faites des sub-requests qui sont internes, inline, qui ne sont pas des ESI, des hash-include, etc. Voilà, pour éviter des doublons de configuration en particulier. Alors, des événements, il y en a plein, des subscribers, des listeners, il y en a plein. Parfois, on ne sait plus qui fait quoi. Des fois, vous êtes en train de faire un listener, un subscriber,
mais pour une raison qui vous échappe, ça passe pas, enfin je veux dire l'événement passe pas dans votre classe, dans votre méthode. Comment on fait? J'ai beau mettre mon point d'arrêt xdebug, ça marche pas, je fais des var dump, ça marche pas. C'est probablement qu'un listener a déjà pris le pas en fait et a déjà retourné par exemple un objet response dans le cas du kernel request. Alors il y a un outil qui est très très bien, c'est donc le Listeners Debug Command Bundle d'un membre de la communauté qui est espagnol, Eduardo Gullias, si je décrypte son nom, il me semble. C'est très pratique, c'est dans une commande très simple, il vous permet de lister pour un événement donné tous les listeners, subscribers qui sont donnés, il vous donne le type, si c'est un listener, si c'est un subscriber, quelle est sa priorité, etc. Donc ça vous permet, par exemple, de dire, bon, tiens, j'ai envie de savoir quelle est la priorité du firewall. C'est un listener, le firewall. J'aimerais bien éventuellement agir juste après ou juste avant pour telle ou telle raison. Là, ça va pas vous sauver la vie, mais ça va vous économiser beaucoup de temps. Alors, quatrième astuce, qui va être un peu plus longue, c'est étendre simplement des services Symfony. Alors, il y a plusieurs façons de faire, de la plus simple à la plus complexe. Qui parmi vous a déjà eu l'occasion d'étendre des services pour quelle que soit la raison? OK. Bon, évidemment, l'idée, c'est de le faire sans tout casser. Je ne dis pas que vous avez cassé. Hein. Alors, la première méthode, qui est la plus simple, vraiment de l'héritage simple, bête et méchant, on a besoin de modifier une variable Toto qui est envoyée sur tel service, sur le routeur par défaut. Il y a juste un paramètre à modifier que vous devez connaître, c'est le paramètre classe du service en question. Voilà, vous le pointez vers votre routeur à vous, sur votre classe à vous, et par exemple ici, l'idée c'est de faire en sorte que le routeur implémente Request Matcher Interface, qui est plus large et qui permet de se baser sur autre chose que juste le pass info. Là, vous avez vraiment accès à toute la request pour matcher une route. Donc ça, c'est vraiment le plus basique. Oui, sauf que c'est pratique, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai des dépendances? C'est bien, je peux implémenter Request Matcher Interface, mais j'ai besoin de mes 3-4 autres services pour m'aider à matcher telle ou telle route. Voilà. Hein. Alors surtout, c'est ce qu'il faut se répéter, on ne s'amuse pas à redéfinir les services tiers. Le risque est très très grand. Si vous faites ça, bien sûr c'est possible, vous pouvez dans votre bundle, dans votre fichier services.yaml ou XML ou dans vos annotations, de redéfinir un service entièrement. Le problème, c'est que si dans une version ultérieure de Symfony ou d'un bundle tiers, si les dépendances changent, vous risquez là pour le coup, de tout casser. Et ça peut être assez difficile à corriger, suivant les cas, bien sûr. Donc, il y a d'autres façons de faire. Les compilers passent. Alors, les compilers passent, par définition, sont exécutés à la compilation, que le service container est compilé à chaque fois que le cache est vidé. Donc en prod, en général, il est compilé qu'une seule fois, même si vous modifiez des fichiers de configuration, vous devez vider le cache manuellement. Ça vous permet évidemment d'accéder à tous les services définis, contrairement à l'extension du service container. C'est ce qu'on a généralement de base quand on génère un bundle. On a la DIC extension. Dans votre extension, vous avez accès qu'à vos propres services. On ne peut pas accéder aux services de Doctrine, d'Ascetic, d'Easy Publish ou je ne sais quoi. Donc, alors qu'avec les compilers pass,
Là, par contre, vous allez avoir accès à tout, donc vous êtes un peu tout puissant de ce côté-là. Vous pouvez modifier n'importe quel service défini en utilisant le service container façon PHP. Donc, ce qui est moins courant de faire, même si évidemment c'est toujours très bien documenté sur la doc de Symfony. Là, il faut aller un peu plus se renseigner sur comment fonctionne bas niveau le service container, et notamment sa compilation. Donc bon, le lien n'est pas complet ici, mais vous avez une doc de cookbook sur l'utilisation des compiler pass qui est assez succincte en réalité. Alors un exemple encore, mais là ce coup-ci c'est un exemple directement tiré d'Easy. J'ai un routeur, enfin en réalité Easy a un chain router, mais pour le routeur par défaut, j'ai besoin de ma dépendance, j'ai besoin donc de ce service, le config resolver, c'est le service dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de résoudre de la configuration en runtime. Pour plein de raisons que je ne vais pas expliquer ici, l'idée c'est pas de parler de ça, mais voilà, j'ai besoin de rajouter cette dépendance. Je ne vais pas m'amuser à aller modifier la définition du service directement dans un fichier de config, donc je vais lui faire un setter, tout simplement. Derrière, je vais définir une compiler pass. Alors ça, c'est pas un service du tout. Hein, vous le définissez ça en général, on met ça dans le dossier dependency injection / compiler. Je vous ai fait grâce des namespaces et des imports. Alors ici, il faut toujours être très prudent dans une compiler pass. On vérifie toujours que le service sur lequel on se base soit bien défini. Parce que sinon, on peut avoir des surprises, des fatal errors qui apparaissent suivant le type de configuration. Ah oui, c'est vrai, j'ai désactivé tel ou tel truc, j'ai pas activé de logger, etc. Donc c'est pour ça qu'on vérifie. S'il n'a pas la définition router.default, qui est le routeur de base de Symfony, on fait rien, on return point barre. Et ensuite, c'est très simple. On va chercher la définition du service en question, là, du routeur default, et on va aller la manipuler. Donc en fait, là, c'est là où on commence à travailler un peu bas niveau au niveau du service container. Chaque service a en fait en réalité un objet service definition, et les références, ce qu'on référence avec des arrobases en YAML, c'est ce qu'on appelle donc des références. Ici, simplement, je vais rajouter un method call sur mon setter avec comme paramètre une référence vers mon config resolver. Voilà la bonne pratique pour ajouter des dépendances à un service existant. Après, l'enregistrement dans le bundle, ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, il faut créer plusieurs choses quand même. Dans votre bundle, vous la référencez dans la méthode build de votre bundle qui par défaut ne fait rien et est vide. Un exemple plus avancé, auquel on ne pense pas naturellement. Vu que vous avez un peu les pleins pouvoirs dans une compiler pass, vous pouvez même rajouter donc une factory. Ici, c'est pareil, un exemple qui est directement tiré d'Easy. On a surchargé le fragment listener pour des raisons de multisite, etc. Pour le surcharger, pour faire ce qu'on avait à en faire, on a simplement créé une factory et on l'a ajoutée dynamiquement. Donc c'est pareil, hein, vu sur chaque service definition object, vous avez cette factory service, cette factory method. C'est en fait exactement la même chose que ce que vous retrouvez dans vos fichiers YAML ou XML. On pourrait aussi rajouter des configurators qui vous permettent de configurer vos services au runtime, etc. Vous avez vraiment les pleins pouvoirs là-dessus. Ensuite, les alias. Alors, les alias, c'est aussi très très pratique. Ça permet donc de substituer un service par un autre, ou en fait, comment redéfinir un service sans le redéfinir. C'est très pratique. Symfony utilise lui-même déjà beaucoup d'alias. Si on reprend l'exemple du routeur, le service de base du routeur s'appelle router.default.
Et l'extension du framework bundle fait référencer sous l'alias routeur le service router.default. Donc c'est assez pratique et vous pouvez vous-même définir des alias pour surcharger des services. Un héritage, ça ne suffit pas. Parfois, c'est bien l'héritage simple, mais parfois, juste faire de la composition, c'est plus efficace. Donc, auquel cas, vous définissez un nouveau service, vous injectez le service de base, vous faites une simple composition, ou pas du tout, vous faites carrément complètement autre chose. Le principe, c'est que simplement on suive les mêmes prototypes, les mêmes interfaces. Votre service, vous l'avez appelé Acme Toto, et simplement, dans votre compiler pass, vous allez lui dire cet alias, mon alias. Est-ce que j'ai un exemple? Oui, voilà. Donc au même endroit, container builder, cet alias, le routeur et le nom de mon routeur. Ça va simplement le changer. Alors, dernière astuce, et là, ce n'est pas pour vraiment étendre Symfony, c'est simplement pour suivre les mêmes pratiques. Quand vous écrivez votre code, alors bien sûr, vous avez le code qui va être destiné, je ne sais pas, par exemple, qui est destiné, un bundle qui est destiné à stocker le code du site de votre client avec tous les templates, les contrôleurs, etc. Bon, c'est même souvent très utile d'avoir des bundles génériques qu'on peut réutiliser, comme je disais tout à l'heure. Du coup, suivez les mêmes pratiques. Du coup, vous allez pouvoir plus facilement industrialiser, modifier les comportements de vos propres services. Donc, utiliser des classes paramétrées, déjà, ça peut sauver la vie. Utiliser des événements custom, bien sûr. Donc, il y a tout un tas de pratiques là-dessus. On a vu les classes genre kernel events, security events, etc. Donc, essayez de suivre ces choses-là. D'ailleurs, au passage, si vous allez voir ces classes-là, security events, kernel events et compagnie, vous allez avoir la liste de tous les événements qui sont parfaitement documentés et ce que va recevoir comme objet le listener, etc. Donc, suivez les mêmes pratiques, ça aidera pour les développements futurs. Pareil, utilisez des service tags. Pensez systématiquement, bon, alors, c'est bien, je fais ce service qui est très complexe, mais est-ce que j'aurais besoin d'avoir quelque chose de chaîné? Par exemple, comme pour Twig, par défaut, il utilise le loader file system, mais il a un loader spécifique qui permet d'en enchaîner plusieurs. Voilà, faut penser extensibilité assez tôt. Et bien sûr, les alias. J'en ai terminé pour ce que j'avais à vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai une remarque. Quand on listait les prépends d'extension de config, l'un des deux inconvénients n'en a en fait pas un. Parce que le fait de recharger le cache quand le fichier change, c'est très facile à régler en lui disant qu'on a chargé ce fichier-là en ajoutant la ressource. D'ailleurs, il y a une extension, une pull request sur EasyPublish qui vient de partir. Ah d'accord. Pour le corriger dans EasyPublish. Ok, merci pour l'info. Donc c'est simplement un container add resource d'un file ressource de ce fichier-là. Ok. Et pour ce qui est d'étendre les services, alors on peut override les services. Dans 2.5, il y a une nouvelle façon qui a été faite pour permettre d'étendre les services par composition au lieu d'héritage, pour très facilement dire je veux redéfinir ce service-là, mais en injectant le service précédent, enfin la définition précédente du service, dans un de mes arguments. C'est possible de le faire avec des compiler pass avant. Oui, bien sûr. Ouais. bsimple i18n routing bundle, par exemple, le fait depuis longtemps. La compiler pass a été implémentée dans Symfony lui-même dans 2.5, donc ce sera facile. Merci pour les précisions. Bonjour. Bonjour.
vu qu'on est dans les petites remarques, il y a une nouvelle commande en 2.5 aussi qui arrive pour lister tous les événements du framework avec tous les listeners, subscribers associés. Donc du coup, je pense que ça doit un peu déprécier le travail de Monsieur Espagnol. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que du coup, ça rend son bundle assez obsolète. Il reste toujours valable, bien évidemment, pour les versions précédentes. On travaille essentiellement sur une 2.3, donc simplement parce que c'est une LTS. Donc, du coup, effectivement, mais c'est pratique. Merci pour le. J'ai juste une autre question pour le coup. Tout à l'heure, tu as montré une compiler pass pour rajouter un setter. En fait, j'ai pas tout à fait compris parce que d'un côté, tu dis qu'il ne faut pas surcharger un autre service, un service tiers. Mais là, tu viens rajouter un truc, mais là, dans ta compiler pass, tu fais même pas le set class, donc tu n'es même pas sûr que c'est une classe qui a bien ce setter-là. Alors, du coup, comme disait Stoff, moi, j'aurais préféré faire de la composition et décorer l'autre service et être sûr que ça cache jamais, en fait. Parce que là, Alors, j'ai pas dit qu'il fallait pas le surcharger, j'ai dit qu'il fallait pas le redéfinir complètement. Ce qui est des pratiques que l'on voit parfois de temps en temps sur des projets où on s'emmerde pas, on prend tout le service, on la copie-colle dans le bundle et puis on rajoute ce qu'on veut. C'est ça que je disais, ne pas le redéfinir entièrement. Par contre, on peut le manipuler. Alors effectivement, on pourrait. Là, c'est un exemple qui est simplifié. Je disais qu'effectivement, dans les compiler pass, il faut être toujours très prudent. On peut être aussi pragmatique, partant du principe que, par exemple, si tu es toujours dans le même bundle, tu sais où se trouve ce que tu as fait sur ta classe, évidemment. La composition, c'est toujours la meilleure pratique. Ça évite justement ce genre de choses. Mais c'est pas le problème de la composition, c'est qu'on est obligé de réimplémenter toute l'interface. Ça peut être un peu pénible. Si on a de grosses interfaces, ça peut être un peu chiant. Donc là, effectivement, on pourrait récupérer le paramètre classe, le résoudre, vérifier s'il implémente, si c'est bien la classe que j'attends, etc. Bien sûr. Bon, là, c'était un exemple un petit peu simple. J'ai une dernière question, promis. Tu disais, je comprends le principe dans le cas de votre boulot où c'est de l'open source et en gros, vous voulez que la personne installe le bundle et que tout marche. Dans le cas d'Ascetic, où on met la config directement dans le bundle. Mais comment ça se passe si moi, j'ai aussi de la config d'Ascetic parce que vous prenez la main dessus, moi, j'ai plus la main pour faire ça? Non, en fait, tu as toujours la main. Justement, si tu utilises le côté implicite, le merge est fait après. Donc, quel que soit le nombre, si par exemple, toi, tu as aussi un bundle qui va rajouter de la config de cette manière-là avec... Mais j'écrase ta conf. Non, tu ne l'écrases pas, elle est rajoutée. D'accord. Voilà. Bien, merci à tous.